priorité de cette chute rentrée, nous avons donc la kinésithérapie, ok, trop stylé, mais plus précisément l'introduction à la cardio-respiratoire. Alors au sommaire, en ce jour, nous avons... Pour commencer, nous aborderons les différentes généralités en kinésithérapie. Dans le terme masseur-kinésithérapeute, on retrouve le terme kinésie qui signifie le mouvement et thérapeute pour thérapie pour le soin. Donc on pourrait dire que le kinésithérapeute, il soigne par le mouvement avec ses mains. On va voir qu'il existe trois notions, trois valeurs essentielles au kiné qui sont la bienveillance, le respect et l'éthique. Ok, ça c'est vraiment plus, on apprend. Ensuite, on va voir que dans la kinésithérapie, il y a deux notions qui sont essentielles et qui sont l'anatomie et la physiologie. Alors, ce sont des notions qui sont distinctes, mais qui sont indissociables, ok? C'est comme s'il y avait un cadenas, on ne peut pas les séparer, c'est impossible, ok? L'une ne va pas sans l'autre. La différence, c'est que l'anatomie, c'est l'étude de la structure du corps, alors que la physiologie, c'est l'étude de la fonction du corps. Ok, là on pourrait se dire, ok, je comprends pas trop. En gros, l'anatomie, c'est se dire, c'est les rapports entre les organes dans le corps, c'est également décrire les organes. Alors que la physiologie, c'est plus se poser la question, quelles sont les propriétés et la qualité de ces organes de notre corps, à quoi ils servent pour réguler l'homéostasie. En parlant d'homéostasie, on va voir que votre corps, que ce soit maintenant, demain, cette nuit, il est en perpétuel mouvement. Et le but du corps tous les jours, à chaque seconde, c'est vraiment de retrouver un équilibre, une homéostasie. Donc ça, c'est dû à 5 facteurs principaux qui sont donc la chaleur, l'eau, la pression, l'oxygène et la nourriture. Donc là, on va les voir en détail. Donc, déjà, on va voir que l'eau, elle va favoriser le fonctionnement des métabolismes. Alors là, ça revient un peu de la bioche, ok, les métabolismes par exemple lipidiques ou même glucidiques. On va voir que la pression, elle va vous permettre de respirer. Que la chaleur, elle va favoriser les réactions chimiques, notamment comme les étapes de la glycolyse. Que l'oxygène, ça va permettre une combustion, notamment à partir de nutriments, on va fabriquer de l'énergie, et donc de l'ATP. Par exemple, la combustion, ça peut vous servir pour vous chauffer ou produire de l'électricité. Et la nourriture, par exemple, tu manges ton giga tacos, ok, ça va t'apporter des glucides, des lipides, des protéines, des sels minéraux, des vitamines, bon ça j'en sais rien des vitamines ou pas, mais bon. Et après, on va voir que ça c'est super important parce qu'en tant que kiné, si ton patient il n'a pas assez mangé, il va pas être assez bon au niveau musculaire et articulaire. Exemple, si vous avez un patient qui n'a pas mangé le midi et que vous lui faites une séance de renforcement assez intensive, c'est possible qu'il fasse un malaise, ok. Ou par exemple, on peut se douter que le sans-abri en bas de chez vous, bah, si vous lui faites du sport intensif, il va faire un malaise, ok, parce qu'il n'a pas assez de nutriments en lui. Et nous allons poursuivre par l'anatomie à l'appareil respiratoire. Alors le professeur va commencer par quelques rappels anatomiques. Donc déjà, il va nous dire qu'en postérieur, on va avoir la colonne vertébrale et le rachis, ok, c'est la même chose. En gros, le rachis est composé de vertèbres. Une vertèbre, c'est quoi? C'est en antérieur un corps vertébral, et en postérolatéral, on va avoir les apophyses, et en postérocentral, on va avoir l'épineuse. À ce rachis va être relié les côtes. Dans le thorax, on a 12 paires de côtes, et les deux dernières, elles vont être des côtes flottantes parce qu'elles ne sont pas reliées en avant, ok? Elles flottent, elles sont reliées juste en arrière au rachis. Toutes les côtes sont reliées au rachis en arrière, mais pas toutes les côtes sont reliées au sternum en avant. Ensuite, on va voir que le sternum, c'est un cartilage qui va être composé de 3 parties, et donc du manubrium sternal, du corps sternal et du processus xiphoïde. Ensuite, nous allons détailler plus précisément le défilé cervico-thoracique qui est une pathologie super importante en kiné. Pourquoi? Parce que c'est une compression du plexus brachial. Le plexus brachial, c'est quoi? C'est tous les vaisseaux, tous les nerfs qui vont aller dans le bras et dans l'avant-bras. Donc ça va se situer par là, au niveau tout là. Ces délimitations précisément sont la première côte, bon, vous pouvez la toucher, tous les muscles du cou qui vont être le sternocleidomastoïdien, les sous-oïdiens, mais également les scalènes. Donc ça, c'est vraiment toutes ces délimitations. C'est super important à comprendre. On va voir que le thorax, il va être mobile. Pourquoi? Parce que sinon, on ne pourrait pas se mouvoir, sinon on ne pourrait pas permettre aux poumons de se gonfler, de se dégonfler et de permettre la respiration. Au niveau de la mobilité du thorax, on va donc avoir en flexion et en extension, on va avoir 40 degrés. En inclinaison latérale droite, c'est 20 degrés. La gauche, c'est 20 degrés. Mais si par exemple, je vous parle, je sais pas moi, d'inclinaison générale, c'est 40 degrés, ok? Si je vous dis inclinaison latérale droite, c'est 40 degrés, c'est totalement faux. Ensuite, la rotation vertébrale, par exemple, quand vous faites comme ça, quand vous craquez le dos, c'est 50 degrés. Au niveau du diaphragme thoraco-abdominal,
Ce muscle est super important en kinésithérapie parce que c'est le muscle inspiratoire principal. En effet, il participe à l'inspiration, à l'expiration de manière physiologique. Il est composé de piliers, de coupoles, les digastriques, c'est-à-dire qu'il a deux chefs, il a une partie horizontale et une partie verticale. Il a un diamètre antéro-postérieur et latéral qui va permettre une mobilité et une stabilité. Il est innervé par le nerf phrénique en C6 et C4, il est géré par le centre phrénique également. Et l'information la plus importante ici, c'est que l'aorte va venir traverser le diaphragme. Ok, en kiné, ici, on s'en fiche à quelle hauteur il va venir traverser le diaphragme. Ok, c'est vraiment que ça va venir le traverser, on s'en fiche du reste. Le diaphragme thoracoabdominal, petit tuto, donc en gros, quand tu inspires, il va se contracter, il va s'abaisser par rapport à sa position initiale pour pouvoir laisser le poumon à se gonfler et remplir d'air. Et lorsque tu expires, le poumon il va rediminuer de taille, donc il va remonter et se relâcher à sa position initiale. On va faire un petit rappel anatomique au niveau des voies aériennes, notamment des voies aériennes supérieures. On va retrouver toute la sphère ORL, c'est-à-dire nez, bouche, pharynx, larynx, trachée supérieure, conduit cartilagineux, et on va avoir également les poumons. Il n'en dit pas plus, il fait juste de petits rappels anatomiques. Au niveau du poumon, il dit que c'est l'organe de la respiration, qu'on a des lobes, des scissures et une plèvre viscérale. Que la carène, c'est la bifurcation trachéale en T5 et que ça va permettre de donner une bronche principale droite souche et une bronche principale gauche souche. L'arc bronchique, c'est super important parce que ça va permettre une ventilation, on va dire, dans tous les espaces du poumon et d'augmenter les échanges gazeux, par exemple, entre le sang vicié, c'est-à-dire non oxygéné, et le sang oxygéné. Et cela va continuer avec les explorations fonctionnelles respiratoires, les pneumothorax ainsi que les radiothoraciques. On va voir qu'au niveau du corps médical, c'est super important qu'on soit kiné ou même médecin de connaître les EFR qui sont des explorations fonctionnelles respiratoires. Alors, en gros, ça sert à quoi? Ça sert à quantifier le volume courant VC, le volume de réserve inspiratoire VRI, le volume de réserve expiratoire VRE et le volume résiduel VR. Donc là, on pourrait dire, ok, c'est quoi tous ces volumes? Alors, le volume courant, c'est 0,5 litres, c'est par exemple, là, tu es en train de regarder la vidéo, c'est là, tu inspires et tu expires au repos. C'est exactement ça. Ensuite, on va avoir le volume de réserve inspiratoire, c'est 2,5 litres, c'est une inspiration forcée. Le volume de réserve expiratoire, c'est une expiration forcée, c'est 1,5 litres par contre. Et le volume résiduel, c'est 1,5 litres, c'est par exemple, tu veux expirer, tu fais une expiration forcée, tu n'arriveras jamais à éliminer tout l'air de tes poumons, ok? Il en restera toujours un petit peu au niveau de l'espace mort anatomique. Par la suite, on va décrire un peu des rappels anatomiques. Donc, imaginons que là, c'est le plus en dehors, ok? Là, ça va être la paroi thoracique. Là, ça va être le poumon, ok? Là, c'est le plus en extérieur, le plus en intérieur de ton corps. Entre les deux, il va y avoir quelque chose qui s'appelle la cavité pleurale, ok? Le feuillet le plus proche de la paroi thoracique, ça va être le feuillet pariétal. Le feuillet le plus proche de ton poumon, ça va être le feuillet viscéral. Et entre les deux, il y a du vide, ok? Normalement, ça fait parathoracique, feuillet pariétal, feuillet viscéral et poumon. Ok, normalement, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'air, il n'y a rien, c'est accolé. Le truc, c'est que des fois, on a des épanchements pleuraux. Donc en gros, l'épanchement pleural, c'est quoi? C'est qu'il y a un truc dans cette cavité pleurale, ok? Alors que normalement, il ne sait rien avoir. On peut avoir soit l'hémothorax et du sang, soit le pneumothorax et de l'air, soit un hydrothorax ou même une pleurésie, c'est du liquide. On va avoir un emphysème, c'est une infection de cette cavité, ou même un chylothorax, ok, c'est du chyle, c'est un liquide blanchâtre présent notamment dans les vaisseaux lymphatiques ou même dans l'intestin grêle lors de la digestion. Au niveau du pneumothorax, c'est vraiment une rétraction, un raccourcissement du poumon, c'est-à-dire il va être replié sur lui-même, sur son île, ça peut être une partie du poumon ou même le poumon totalement. Il va donc apparaître noir à la radio, vraiment noir plus, et on va voir que les viscères vont remonter. Et maintenant, on va aborder plus précisément l'insuffisance respiratoire chronique dans ses détails. Alors, aujourd'hui, on va étudier l'insuffisance respiratoire chronique, ou IRC. Donc, on va dire IRC parce que c'est moins long. On va voir que c'est l'incapacité pour l'appareil respiratoire à assurer correctement l'oxygénation du sang artériel. Donc, en gros, on n'a pas assez d'oxygène dans le sang, ce qui va provoquer une hypoxie tissulaire, donc pas assez d'oxygène dans les tissus. On va voir que l'IRC, elle peut soit être de deux types, obstructive ou soit restrictive. On pourrait se demander alors, ok, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir l'une ou l'autre? Alors, ça va dépendre de la capacité pulmonaire totale. En effet, si elle est augmentée, on va avoir une IRC obstructive, et si elle est diminuée, on va avoir une IRC restrictive. Ok? Donc,
Attention, ce ne sont pas du tout les mêmes pathologies parce que ce ne sont pas les mêmes causes, les mêmes étiologies. Les étiologies pour la IRC obstructive. On va voir que j'ai un petit moyen mnémotechnique, c'est Mbappé entend un bruit à droite. Ok, donc M pour mucoviscidose, E emphysème, B BPCO, A asthme à dyspnée continue et D dilatation des bronches ou DTB. On va voir qu'on va avoir les étiologies aussi pour l'IRC restrictive, donc là j'ai aussi un moyen mnémotechnique, Paul Pogba danse à merveille, donc pathologie interstitielle, pathologie pleurale, D déformation, A atteinte de la cage thoracique et M les maladies neuromusculaires. Ce qui est super important à comprendre, c'est qu'en gros, les maladies neuromusculaires, elles sont en étroit lien avec les pathologies respiratoires, ok? Elles ne sont pas du tout indépendantes. Là, on pourrait se dire, ok, il sert à quoi le kiné dans tous ces propos et tout? Alors en gros, souvent, il y a des patients au cabinet, ils arrivent, ils ont leur radio, mais ils se rappellent plus précisément des termes qu'ils ont ou de la maladie qu'ils ont. Du coup, ils vont juste donner la radio au kiné. Et le kiné doit savoir reconnaître du coup les explorations fonctionnelles respiratoires ou les EFR, les radios, les scanners, mais également les gaz du sang, GDS, puisque au niveau de la pression artérielle en E2, elle doit être inférieure à 55 mm de mercure pour avoir une insuffisance respiratoire chronique, puisque chez une personne saine, elle est entre 80 et 100 mm de mercure. On va voir que de manière générale, le kiné va être inclus dans des thérapies comme l'oxygénothérapie au long cours à domicile ou OLD et l'hospitalisation à domicile ou HAD. On pourrait se dire, ok, c'est quoi l'oxygénothérapie? En gros, vous avez déjà vu à l'hôpital par exemple, il y a des personnes âgées, elles ont un petit truc en plastique au niveau de la bouche, au niveau du nez. En gros, c'est ça. On va leur fournir de l'air enrichi en oxygène au niveau buccal ou nasal. L'OLD ou oxygénothérapie au long cours à domicile, ça peut corriger l'hypoxémie, donc le fait de ne pas avoir assez d'oxygène dans le sang, l'inadéquation entre le rapport ventilation-perfusion. Donc déjà, la ventilation, c'est l'air qu'on va avoir dans les alvéoles. La perfusion, c'est le taux d'oxygène dans le sang. En fait, on va voir que ce rapport ventilation-perfusion, il n'est pas homogène dans toute la hauteur du poumon, ok? On va voir aussi que ça peut également corriger les échanges gazeux entre l'O2 et le CO2 au niveau des capillaires. Il existe alors une réalisation pratique de l'assistance ventilatoire. En général, les patients sont en hypoxémie, donc en gros, ils vont avoir moins de taux d'oxygène dans le sang. Cela va provoquer une vasoconstriction hypoxique, donc le fait que les vaisseaux ils vont se réduire de taille, et cela va entraîner une polyglobulie réactionnelle, le fait qu'il y a un bug dans la production des globules rouges dû à une augmentation de l'hématocrit. L'hématocrit, c'est quoi? C'est le taux à peu près, le nombre total de globules rouges dans le sang sur le volume total sanguin. En cas de deuxième recours, on va dire, imaginons que l'oxygénothérapie ne marche pas, on va utiliser la trachéotomie. C'est quoi? C'est un acte hospitalier qui va consister à faire un trou dans la trachée, soit les gens qui ont un trou là. Ça s'appelle une trachéotomie. La trachéotomie, en gros, ça a un avantage. C'est par exemple réduction de l'espace mort anatomique au niveau du poumon. Ça va favoriser également, ça va diminuer plutôt les résistances au niveau des voies aériennes et ça va favoriser l'aspiration endotrachéale. Le truc, l'inconvénient en fait, c'est que ça va être super invasif. C'est pour ça qu'on l'utilise toujours en deuxième indication. Et pour finir cet épisode, nous verrons tout ce qui concerne la réadaptation cardiovasculaire. Alors nous allons parler de la RCV ou réadaptation cardiovasculaire. Ok, cette RCV, elle a différents objectifs, que ce soit au niveau médical, psychosocial ou même kinésithérapie spécifique. Au niveau psychosocial, cela va permettre de restaurer la confiance au niveau du patient parce que souvent les patients qui ont des troubles cardiaques, ils sont pas super confiants, améliorer l'adaptation au stress, prévenir des troubles dépressifs liés à l'infarctus, mais également leur préconiser de faire une activité physique afin qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Au niveau médical, ça va être de diminuer la morbidité. En gros, c'est le taux de personnes malades. Et au niveau kinésithérapie spécifique, ça va être notamment d'améliorer la récupération, d'améliorer tout ce qui est périphérique et améliorer la circulation collatérale. Par exemple, une circulation collatérale, c'est il y a du sang qui va du point A au point B. On ne sait pas pourquoi, je sais pas, il y a un bouchon, le vaisseau est collabé, ok, le sang ne passe plus. Donc le corps, il va toujours trouver une solution. Il va trouver un autre chemin. Donc par exemple, au lieu de faire une ligne toute droite, il va faire un cercle. Il va créer un vaisseau, un chemin pour qu'il aille du point A au point B. On va voir que la RCV, il existe, pour elle, différentes indications. Ok, c'est-à-dire que si on a cette pathologie, on va faire de la réadaptation cardiovasculaire. Il en existe 7. Et mon moyen mnémotechnique, c'est TAIC à imaginer comment peloter le clitoris d'Yvette. Donc T, transplantation, TAIC A, Angor,
I, imaginez insuffisance cardiaque. C, le comment, chirurgie valvulaire. P, c'est pontage aorto-coronarien. Le C, c'est chirurgie de malformation. Et I, ça va être l'infarctus du myocarde, ok? Ensuite, on va voir qu'il existe des contre-indications, ok? Si on a cette pathologie, on ne fait absolument pas de la réadaptation cardiovasculaire. En cas d'angor instable, de décompensation cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque et de troubles cardiaques au niveau du rythme. Ok, il y a des troubles du rythme, on ne fait pas ça. On va voir que dans la RCV, il y a différentes phases. La phase 1, c'est du 7e au 14e jour, ok? C'est une phase aiguë. La deuxième phase, c'est au bout du 21e jour, une phase de réentraînement. Et la troisième phase, c'est toute la vie pour conserver les constantes. On va voir que, suivant les pathologies, on ne va pas traiter le patient de la même façon, ok? On ne va pas faire le même renforcement, les mêmes mobilisations. Puisque, en fonction d'une pathologie et du patient, on va avoir des protocoles au niveau de la Haute Autorité de Santé, qui est la HAS. On va voir qu'en cas d'effort, il va y avoir une adaptation cardiaque, une adaptation respiratoire et que la pression systolique va augmenter de manière proportionnelle à l'intensité de l'effort. Donc là, normalement, il y a 2-3 formules. Bon, elles ne sont pas giga importantes, donc j'en parle pas dans la vidéo, mais elles seront dans la fiche, ne vous inquiétez pas. Par la suite, on va voir que lors du réentraînement, on va avoir des critères à surveiller, notamment des critères subjectifs et des critères objectifs. Au niveau des critères subjectifs, on va avoir l'aspect du patient, le comportement à l'effort, la douleur, la pâleur, l'essoufflement et la fatigue. Au niveau des critères objectifs, j'ai un moyen mnémotechnique qu'on appelle FET, François en Tmax, fréquence cardiaque, ECG ou électrocardiogramme et tension artérielle. Ok, jusque-là ça va. On va voir qu'en gros, l'électrocardiogramme, c'est un papier qui va te servir à mesurer l'activité électrique du cœur pour définir s'il y a des pathologies ou pas. Donc là, tous ceux qui veulent faire P2 médecine l'année prochaine, c'est super important pour vous, et même les kinés, parce que vous avez un peu d'ECG également. Donc c'est super important, on suit. On va voir, on fait un petit rappel au niveau de l'électrocardiogramme. On va avoir une ligne isoélectrique, ok? Iso même, électrique, tension. Donc c'est la même tension, qui va comporter des accidents. On va voir l'onde P, c'est la dépolarisation des auricules. Le complexe QRS, ça va être la dépolarisation des ventricules. Et on va également avoir l'onde T, qui va être la repolarisation des ventricules. On se rappelle, la repolarisation des auricules, elle est cachée, masquée par la dépolarisation des ventricules ou le complexe QRS, ok? Ensuite, on va voir que l'ECG, ça va montrer plein de trucs, ok? Ça peut montrer les troubles du rythme, comme la tachycardie. En gros, ton cœur, il bat super vite par rapport à la normale. La bradycardie, il bat super lentement par rapport à la normale. Et l'arythmie, il est super irrégulier. En mode, il va aller super vite et d'un coup, super lentement. Ça peut montrer également les troubles de l'excitabilité, notamment l'extrasystole ventriculaire, l'extrasystole supraventriculaire et l'extrasystole auriculaire. Mais également la fibrillation, qui est un type d'arythmie, donc de trouble du rythme, qui va être dû à des perturbations des signaux électriques du cœur. Le CG va également montrer les troubles de la conduction, comme les blocs sino-auriculaires et auriculo-ventriculaires, par exemple les troubles de la repolarisation, comme les blocs ST, sus-ST ou sous-ST, mais également les troubles coronariens. Par exemple, il y a des artères coronariennes qui vont être bouchées dû à un bouchon muqueux, comme l'artériosclérose, ou par exemple des spasmes coronariens qui vont, bloquer, réduire le calibre de l'artère coronarienne, mais ça, c'est pas du tout dû à un bouchon muqueux. Enfin, pardon, un bouchon graisseux, je vous le dis depuis le début. Ok? Donc voilà, là, toutes les pathologies, on va dire, que je vais citer, je les ai marquées sur une fiche, et c'est marqué l'électrocardiogramme et ce qui correspond à quelle pathologie. Donc vraiment, utilisez-la. Et cet épisode est terminé. Merci pour votre écoute. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia et la suite de votre JT préféré, la chute rentrée.